Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Polydomso. Bonjour Hi. Polydomso. Alors on va parler donc en ce jeudi, nous allons pouvoir un petit peu parler de Khabib qui revient à l'UFC 242 contre Dustin Poirier. Polydomso n'était pas là lors de nos previews précédents, donc il va y avoir un petit point preview spécial Polydomso, mais ensuite on va surtout s'intéresser en fait à la carrière de Khabib parce que c'est vrai qu'il a cette image vraiment de combattant humble qui est en retrait du jeu, alors qu'en réalité, il s'est quand même servi des plateformes que l'UFC lui mettait en place, donc à savoir les réseaux sociaux et les post-fight interviews, pour construire sa marque et aujourd'hui vraiment devenir finalement l'emblème des musulmans dans le fight game. Ouais, ou plus même généralement, moi je le réduirais pas seulement au champion des musulmans, même s'il y a effectivement beaucoup de fans qui ont une sympathie particulière justement à ce niveau-là, mais je pense qu'il a un côté contre-culture en fait, de contre-modèle en fait, Oui, qu'il a réussi à développer en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment aussi parce qu'il n'est pas rentré dans cette espèce de mouvance et de furie qu'il y a eu à un moment donné autour du modèle Conor McGregor. C'est vrai qu'il y a un avant et un après Conor McGregor, qui était déjà plus ou moins annoncé, hein, c'est comme dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, quoi, qui était déjà plus ou moins annoncé par Chael Sonnen, qui avait déjà donné bien les bases de l'utilisation, on va dire, du gimmick de bad boy, matérialiste, trash talker, américain entre guillemets, parce que ça parle plus au public américain, on va pas se voiler la face, mais du coup il y a eu Conor McGregor ensuite qui a concrétisé ce modèle-là, et après il y a eu toute une flopée d'émules qui ont plus ou moins réussi avec plus ou moins de succès en fait à reprendre la formule McGregor. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était juste, on peut dire même quelque part pathétique, parce que les gens reprenaient tu sais, c'est comme quand tu étais à l'école, quand tu étais gamin, que tu avais une expression qui marchait bien et que tu as tout le monde qui essaie de la répéter pour avoir l'air cool. Il y a un côté mouton de panurge là qui est un peu ridicule. Et c'est vrai que dans cette espèce de chaos de mouvement, c'est très étonnant. Il y a eu la montée de Khabib au même moment. Alors c'est marrant parce que Khabib, pendant longtemps, il est resté sous les radars des masses, hein, parce que les gens qui connaissaient se disaient putain, il est quand même dangereux. Hein. Pour mémoire, je crois que l'année où Conor McGregor, c'est à vérifier, hein, mais l'année où Conor McGregor a pris le titre en featherweight, Sherdog, qui est un des principaux sites, on va dire, américains qui traite du MMA, avait élu son prospect de l'année, enfin prospect UFC de l'année. Ils avaient pris Khabib devant Conor McGregor. Donc il était déjà traité par les gens qui connaissaient un peu le sport avec les égards qu'il méritait. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas réussi à percer au niveau des masses, au niveau du grand public. Et il avait une espèce de personnalité, on va dire, très respectueuse. Hein. Il cherchait un peu les combattants. Je trouve qu'il avait même développé une espèce de sens de l'humour où il abusait un peu de son image, du fait de pas très bien parler anglais. Moi, je le soupçonne, hein, c'est ma théorie. Je pense qu'il parle très bien anglais et qu'en revanche, il force un peu sur ce trait-là parce qu'il sait que ça a créé beaucoup de mèmes, beaucoup de phrases, de citations qui sont reprises par les gens. Donc, c'est quelqu'un qui a très bien compris comment fonctionnaient les médias d'aujourd'hui. Ouais, mais surtout aujourd'hui, oui, complètement. Il joue beaucoup sur cette image-là parce que c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui est assez intelligent, Khabib. Donc je pense qu'il a pas de problème pour parler très bien anglais, et donc ça c'est une de ses petites stratégies. Bon, c'est mon avis, hein, c'est encore une fois c'est pas prouvé. Donc ça prouve qu'il a été malin, mais surtout je pense qu'il a compris quelque chose à un moment donné. Il s'est dit, à mon sens, je peux pas percer sur l'image de bad boy parce que le public est injuste et me le pardonnera pas. Parce que moi je suis russe, je suis musulman. Si je fais ça, comme la masse du public est quand même aux États-Unis, les gens vont m'en vouloir, vont pas tolérer ça. C'est injuste, mais je pense qu'il a dû se dire ça. Il s'est dit, il faut que je parle à des gens qui vont non seulement accepter ce que je suis, donc du coup les musulmans et aussi tous les gens qui partagent un peu on va dire son stoïcisme et sa mesure et son côté respectueux, mais aussi il faut que je m'affirme contre McGregor. Donc avant même, en fait, je pense, avant même qu'il y ait ce combat qui soit prévu entre Conor McGregor et Khabib, il y avait une lutte de modèles où Khabib s'est dit, ok, vous avez ce modèle-là, Conor McGregor, moi je vais être le contre-modèle, je vais être la réponse à ça, avant même que le combat soit prévu entre les deux. Ah non, mais le changement, c'était vraiment l'UFC 205. Hein. C'est ça, et c'est là où il a percé vraiment, il a
tu as vraiment, il y a eu un take-off vraiment notable. C'est le moment où il a battu du coup Michael Johnson. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et où il s'est affirmé en opposant direct à Conor McGregor, et pas seulement aux combattants, mais à ce que représente Conor McGregor. Et je pense que bon, encore une fois, c'est juste mon avis, hein, mais ça a touché énormément de gens. On peut pas dire ça touche juste les gens qui partagent, on va dire, qui ont une affinité culturelle avec lui. Il y a aussi beaucoup de gens qui en ont un peu marre en fait du système trash talk, matérialiste, genre j'ai du pognon, un peu à la Floyd Mayweather. Les gens ils aiment pas ça, hein, et donc du coup d'avoir quelqu'un qui très mesuré, un peu old school à l'ancienne, qui est capable quand même de trash talker, de montrer qu'il est quand même un bonhomme. Hein. C'est pas non plus je tends la joue droite. Hein. Là, on fait plein de métaphores sur la religion, mais il a ce côté, on va dire, il a ce côté daron. Quoi. Il a un côté. Oui, non, complètement. Mais moi, je veux dire, quand je disais ça, c'était surtout qu'il a vraiment complètement, il a complètement adopté ça. Tu vois, tu as beaucoup de combattants quand ils arrivent sur le marché américain qui changent un petit peu leur façon de communiquer. Alors que lui, il est toujours vraiment resté là-dedans, dans cet esprit-là. Et au contraire, comme tu l'as dit très justement, a fait le choix de renforcer ça au fur et à mesure que sa popularité grandissait. Alors que tu vois énormément de mecs, tu vois, par exemple, Dominance MMA, qui est quand même, avec Ali Abdelaziz, qui est quand même une entreprise qui est très bien implantée aux États-Unis, ils auraient pu lui dire, tu sais, il faut draguer un petit peu le marché américain, ceci, cela. Mais non, lui, il a vraiment pris le contre-pied de tout ça, comme tu disais très justement. Et aujourd'hui, il arrive quand même à faire un événement à Abu Dhabi qui n'est fait que pour lui et avec toute sa team. Ça, l'UFC n'a jamais fait ça pour aucun combattant. Mais ça démontre son intelligence, parce que moi je te dis, il a dû le comprendre ça, qu'il y a un moment, il y avait un coup à jouer. Alors, évidemment, je suis pas en train de dire que Khabib est un opportuniste et qu'il s'est construit une personnalité. Pas ça du tout. Il est sincère je pense qu'il est sincère dans ce qu'il est. Il est en vérité, il est authentique. Mais en plus de ça, il sait pas. Là où il y a une opportunité qu'il a su saisir, c'est qu'il ne s'est pas travesti en fait. Il ne s'est pas plié au dictat. Et il y a plein de combattants qui l'ont fait ça. Moi, je pense que l'exemple notable qu'on peut citer, parce que c'est l'exemple paroxystique de ce travestissement, c'est Colby Covington. Parce que pour moi, Colby Covington, je l'ai connu. Enfin, je l'ai connu. Ça fait vieux con de dire ça, mais moi, je me souviens, j'ai commencé à suivre quand il commençait ses combats. Où il était transparent, quoi. C'était le mec qui parlait pas, il était gentil et tout. C'était un Leon Edwards. Mais même pas, quoi. Il était totalement, on va dire, fan, non, mais je veux dire, il avait pas de personnalité particulière. C'était le bosseur, quoi, le mec qui travaillait, qui faisait son truc. Et passé, on va dire, l'ouragan Conor McGregor, il a complètement changé en y allant à fond dans les potards, dans ce qu'il y a de pire finalement quelque part de Conor McGregor, on peut le dire. Donc c'est vrai que lui n'a pas fait ça, et bien lui en a pris, parce que mine de rien maintenant il y a beaucoup de gens qui l'apprécient aussi pour sa personnalité, énormément de gens je pense, parce que moi je suis quelqu'un de cynique, je pense que sur la masse des gens qui regardent les sports, dans tous les sports, il y en a 90% qui suivent par pure raison émotionnelle, qu'on ait des affinités émotionnelles pour telle ou telle raison, hein, mais je pense que les gens qui sont capables de décortiquer, on va dire, la façon de combattre de tel ou tel combattant, ils sont pas très nombreux, et généralement c'est pas des fans hardcore, c'est-à-dire ils vont apprécier tous les combattants. Ceux qui savent on va dire apprécier vraiment à fond le combat, ils aiment tous les combattants en général, parce que tous les combattants ont un super niveau et tout. Ceux qui vont être vraiment fanatiques pour suivre un combattant en particulier, ils le font pour des raisons, on va dire, autres que sportives. Donc ça a été très, très intelligent de la part du coup de Khabib de développer cette approche-là. Moi, je trouve que c'est un cas d'école, et c'est un exemple à suivre pour beaucoup de gens, d'autant plus à l'heure où l'UFC s'ouvre de plus en plus, non, mais c'est quand même maintenant c'est une entreprise internationale, vraiment implantée partout dans le monde. Et il y a plein de gens qui peuvent maintenant développer en fait une approche qui siérait mieux à un tel type de culture ou à un tel type on va dire d'auditoire. Ça sert à rien maintenant de faire du Chael Sonnen quand t'es pas Chael Sonnen, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Tout en développant en plus, moi aussi ce qui me frappe avec lui, c'est qu'aujourd'hui, il a réussi avec ça, en s'efforçant vraiment d'être dans cette image-là. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui disent ça en commentaire. C'est vrai que ce côté vraiment fan des musulmans, ça fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent voir Khabib perdre.
parce qu'il y a aussi ce 27-0. Donc, tu as un peu ce côté Mayweather dans le sens où tu as tout le monde qui veut le voir perdre et l'UFC surfe parfaitement là-dessus en faisant, quand on regarde là toutes les vidéos promotionnelles du combat qui arrive donc contre Dustin Poirier, c'est un petit peu, tu vois, le parfait américain bosseur, père de famille, qui n'avait rien, qui a réalisé son American Dream contre le Dagestanais qui a battu Conor McGregor, la star de l'UFC, et qui ensuite était intenable à bastonner tout le monde. Donc, tu as aussi ce côté-là où il est à 27-0 et finalement, tu as les gens qui vont le voir, qui vont vouloir le voir, donc tout le public russe, les musulmans, parce qu'aujourd'hui, ils représentent tout ça et qu'ils le soutiennent, et tous ceux qui voient aujourd'hui les combats de Khabib parce qu'ils ont envie de le voir perdre. C'est vrai, et c'est vrai aussi que le fait qu'il soit invaincu rajoute beaucoup de cartouches en fait dans sa personnalité, parce qu'il y en a beaucoup des combattants stoïques qui sont excellents. Je prends d'ailleurs Islam Makhachev. Ouais. C'est l'exemple type parce que il a à peu près la même personnalité que Khabib. Moins le sens de l'humour, je trouve que ce que Khabib a en plus qu'Islam, c'est qu'il a quand même pas mal de sens de l'humour et il a ces petites piques. Moi, je trouve que c'est un côté un peu sous-apprécié de Khabib, mais il a cette capacité même de rire un peu de sa personne. Que pour le moment, ça se trouve, Islam là aussi, mais peut-être qu'on lui a pas permis d'exprimer ça. Mais le fait est que Islam n'est pas invaincu, donc il peut pas, en fait. Cette personnalité a moins de résonance quand t'as pas parce que c'est la même chose qu'avec Fedor en fait, comme quoi c'est pas du tout un truc qui est lié à une obédience religieuse particulière, mais Fedor c'est assez semblable finalement sur l'aura qu'il avait pendant une période, c'est que il était invaincu, il était mystérieux, il était stoïque, il l'ouvrait presque pas et les gens fantasmaient à mort là-dessus quoi. C'était de la folie furieuse quoi. Donc c'est vrai que quand t'es invaincu, tu peux être ultra bizarre, ultra chelou ou même carrément muet, les gens vont broder. De toute façon, les gens, ils ont besoin d'imagination et ils vont projeter beaucoup de choses sur toi. Et c'est vrai que là, moi, je pense que Khabib fait un truc pour le moment sans faute en termes médiatiques. Parce que même le débordement qu'il y a eu après le combat, que moi, à titre personnel, je trouvais regrettable, mais finalement, si ce n'est quelques personnes qui de toute façon n'aiment pas Khabib de base, ça lui a pas vraiment beaucoup porté préjudice, on va dire, dans l'appréciation générale. Les avant sont toujours derrière lui maintenant, et en plus ça lui fera beaucoup plus d'argent quand il y aura la revanche entre les deux hommes, parce que l'UFC se servira de ces superbes images pour faire toute la promotion. Et puis donc pour parler de Khabib, il y a aussi donc cet événement à Abu Dhabi qu'il a réussi à mettre quand même au point, quoi. Et il y a également ces contrats de sponsoring, parce que c'est là, moi aussi, que je trouve que c'est vraiment très bien joué de sa part, parce qu'aujourd'hui, il est quand même sponsorisé par Reebok, par Toyota et par Salampay, ce qui est quand même énorme pour un combattant de MMA, parce que, aujourd'hui, le gars, quand même, dans trois événements qui sont quand même surpuissants, à savoir la finance, le marché automobile et le marché des fringues sportives, il a à chaque fois grosso modo, le meilleur de ce qu'il pouvait espérer. Non, c'est clair, mais bon, c'est mérité, parce que je te ferai remarquer que s'il y avait un Américain qui était dans le même bilan, invaincu et tout, ce serait pareil, il aurait tout bonnement le même appui, le même support, voire même plus. Mais même pas, et c'est ça en fait qui, moi, par exemple, tu vois, Conor, il n'est pas sponsorisé par Barclays. Ouais, mais Conor, il n'est pas invaincu. Conor dans ce sens-là. Imagine 2 secondes, un mec avec la personnalité de Conor qui serait, alors ce serait détestable, mais qui serait totalement invaincu. Il y a des gens, ils n'arriveraient plus à survivre. Et imagine un mec comme ça aux États-Unis qui serait américain, mais là, laisse tomber. Tapis rouge, trompette et compagnie. Star Power. Ah oui, toi, tu expliques ça par le fait qu'il soit invaincu. Moi, je disais qu'il y avait aussi, tu vois, derrière lui, ils avaient quand même très bien géré aussi en niveau management, tu vois. Ouais, non, il y a une réussite, là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu, en fait, c'est quelque part, c'est dans le sens c'est mérité, c'est que je pense qu'à chemin égal, un combattant américain aurait eu plus encore, pour te dire que le système est un peu injuste, juste pour dire ça. Parce que quand même, pendant longtemps, Khabib, il a fait je ne sais combien de combats avant qu'il soit même pris en considération. Il y a une anecdote qui est d'ailleurs à mourir de rire à ce sujet-là. Alors, pas vérifier l'anecdote, donc peut-être je vais me prendre un revers de boomerang dans la gueule, parce que c'est peut-être juste une légende urbaine, donc ce sera à vérifier. Mais il y a une période où justement Khabib montait, je crois que c'était après son combat contre Pat Healy. Il était invaincu, donc il commençait déjà à avoir un peu d'engouement. Et Benson Anderson venait de perdre le titre, ou je sais plus comment. Enfin bref, il était juste en train de descendre.
Et il s'est dit, bon, bah, je vais me refaire un nom sur un mec qui est invaincu. Je veux défier Khabib Nurmagomedov. Sauf qu'il s'est planté dans son call-out. Il a appelé Rustan Khabilov. Il s'est planté de fighter, quoi. Et donc, l'anecdote est assez marrante, mais tout ça pour dire que pendant longtemps, en fait, Khabib en a chié. C'est-à-dire, il n'y a rien qui lui a été donné, en fait. Et puis les blessures aussi, les terribles blessures, mine de rien, on peut pas l'écarter qu'avant son combat de retour donc, contre Michael Johnson, il sortait, son problème c'était ça, c'est qu'il combattait une fois par an, une fois tous les 2 ans, donc tu avais toujours ce mec qui était hyper chaud, mais à chaque fois il revient, il se pète, et donc sa carrière aurait pu être complètement différente si son corps n'avait pas fini par le laisser tranquille. Ouais, bon, maintenant on touche du bois, oui, parce que là ça fait un moment que c'est bien. Il n'a pas de blessure, donc c'est peut-être qu'il a changé quelque chose dans sa façon de s'entraîner. C'est vrai que pendant longtemps, il y a même une période, je crois que c'était la troisième fois que le combat contre Tony Ferguson était booké, où il s'était pété l'épaule, ou je sais plus ce qui s'était fait, où il avait dit carrément j'arrête. Et là, c'est vrai que quand tu te dis ah la vache, ça aurait été vraiment dommage qu'un mec s'arrête à ce niveau-là, parce qu'il a encore beaucoup à offrir, et il y a beaucoup de gens qui attendent son combat là contre Dustin Poirier, et j'espère qu'il pourra continuer de combattre, parce que c'est toujours bien de voir ce niveau-là. Il fait avancer le sport, hein. Ça c'est certain, quoi. Tout à fait. Donc là, ce combat à Abu Dhabi, cet événement, donc c'est Team Khabib contre le reste du monde, avant que Polydomso ne fasse la preview, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire la preview et d'ajouter son expertise à ça, moi je voulais poser une question. Un mini coup de gueule, tout le monde nous clash parce qu'on dit Khabib, Habib, mais il n'y a personne qui nous clash parce qu'on dit Poirier tout le temps. On dit pas Poirier, on dit Poirier. Mais sauf que ça, tout le monde s'en bat les steaks en France. Voilà. Non, mais moi, de toute façon, j'ai abandonné l'idée de pouvoir un jour. Je le fais sans. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais surtout qu'en plus, on passe pour des débiles parce que si on a un discours français, on va pas dire Habib. Tu t'es obligé de dire Khabib parce que forcément tu t'adaptes un peu à ton discours. Non, c'est clair. Si on dit Dustin Poirier à chaque fois, bon. Bon, cela dit, Poirier, bon, là, il est Cajoun, donc oui. Cajoun français, Poirier, à la limite, cela dit, ça peut passer. Mais bon, il y a plein de noms qu'on écorche régulièrement, genre les Japonais ou les trucs comme ça, on le prononce peut-être pas bien, mais écoutez, on peut pas tout faire, on n'est pas linguiste. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que de bonne foi, c'est sans mots, sans malice. Si on écorche le nom, c'est par accident, quoi. C'est tout. Et ce que Polydomso essaye de vous dire, c'est que même Dustin Poirier ne sait pas prononcer correctement son nom de famille. Donc quand même, quand on en est à ce point-là, hein, exact. Donc la preview, mon cher Polydomso, qui va l'emporter? Boum. Alors j'aimerais dire que j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit, ce que vous avez dit. Je suis dans l'ensemble tout à fait d'accord avec vos analyses. J'ai pas grand chose à ajouter. J'aimerais juste ajouter, en fait, si, il y a deux, trois points sur lesquels j'aimerais préciser 2-3 trucs. Vous avez dit à propos de Dustin Poirier qu'il n'avait pas une super défense de striking. Je m'inscris en faux, c'est le seul point où je suis pas vraiment d'accord avec vous. Je trouve que c'est pas beau de l'extérieur, parce que ça a l'air un peu brouillon, mais c'est quand même vachement efficace. Et j'en veux pour preuve que Max Holloway, je crois, au 3e ou au 4e round de son combat. Oui, c'était au 3e, ouais. Se plaignait à son corner en disant he's blocking weird. Tu vois, genre, il a une façon de faire qui est certes pas forcément académique, parce qu'en gros il fait du Philly Shell un peu à la Floyd Mayweather, mais normalement Philly Shell tu le fais quand tu es en garde opposée pour pouvoir passer en dessous du jab et être à l'extérieur pour pas se prendre le bras arrière en fait. Mais lui il le fait du coup en southpaw contre des orthodoxes, donc en gros il le fait pas normalement de la bonne manière, mais quand même finalement ça marche, parce que même s'il prend des coups il le prend sur le haut du crâne généralement. Et le haut du crâne, avec les petits gants de MMA, si tu frappes mal, tu risques de te péter la main. Donc c'est pas plus mal. Il se protège relativement bien. Ça lui permet de rester à l'intérieur dans les échanges. Et surtout, au lieu de se protéger comme ça et de se bloquer la vue, de s'obstruer, de garder un œil sur ce que fait l'adversaire. Et contrairement à ce qu'a dit Rust, et c'est une des rares fois où je ne suis pas d'accord avec lui, mais pas d'accord, c'est un petit détail. Détail. Ça tire à balles réelles. C'est que depuis quelques combats, je trouve, pas toujours, cela dit, là-dessus, je trouve que Dustin Poirier s'est amélioré en contre, et notamment contre Max Holloway. Il y a plusieurs fois où il a passé des crochets juste en contre, où il glissait en fait, il roulait avec les coups pour revenir avec les crochets, et il a touché plusieurs fois, mais vraiment c'est propre. C'est là qu'il a réussi à stopper la plupart des offensives du bonhomme. C'est ça. Donc je pense qu'il a une bonne défense de striking, plutôt bonne, très efficace en son genre. En revanche, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que je pense pas que ce soit vraiment utile contre Khabib. Parce que Khabib, c'est pas un mec qui attaque en volume.
C'est pas un gars qui s'engage sur ses coups. C'est pas un mec qui va rester en distance intermédiaire. C'est-à-dire, il va frapper, il va rentrer. Donc ça sert à rien de rester en fait en garde de boxe et essayer de faire des mouvements de buste contre un mec comme Khabib, parce que Khabib va faire un jab, il va rentrer. Donc c'est pas très utile dans cette perspective-là. C'était très utile contre Max Holloway parce que Max Holloway boxe en volume et donc c'était parfait contre Max Holloway. C'était bien aussi contre Justin Gaethje, qui a tendance parfois à s'installer un peu à mi-distance en mi-crochet. Je pense que ce ne sera pas super utile mais c'est juste mon avis, ce ne sera pas super utile contre Khabib. Après, je suis tout à fait d'accord, il ne bouge pas beaucoup. Et ça, c'est dommage parce que moi, je reste persuadé que pour battre Khabib, il faut beaucoup de déplacements. Il ne faut pas rester une cible statique parce que. Mais là, il a dit à Bleacher Report, son objectif, il veut vraiment beaucoup bouger lors de ce combat-là. Donc bon, c'est quand même compliqué de se révolutionner complètement comme ça. C'est ça parce que c'est quand même difficile à apprendre quand même le type de footwork qu'il faut pour gérer un mec comme Khabib. Ça s'apprend pas du jour au lendemain. Et donc j'espère qu'il a fait le taf là-dessus, parce que je le vois mal faire comme José Aldo, faire des pivots et des accès. José Aldo, il fait ça parce que c'est un excellent lutteur en fait. José Aldo, Ben Askren le disait. Il disait qu'en fait, il le ranquait parmi les lutteurs qu'il considérait comme les meilleurs à l'UFC. Certes, c'est pas un lutteur, il n'a pas un pedigree de lutteur comme, je sais pas, comme Ben Askren, justement. Ouais. Mais comme il a travaillé avec énormément de lutteurs et qu'il comprend très bien ça, en fait, José Aldo, il a un niveau exceptionnel en fait dans les faits à ce niveau-là. Dustin Poirier, je sais pas en fait. Je sais pas trop. Il y a beaucoup d'inconnus en fait à ce niveau-là. Après, s'il y avait un point, là je suis sur le volet Poirier, je fais le volet Khabib, vous inquiétez pas. S'il y a un point sur lequel que j'aimerais beaucoup voir de Poirier, bon, des déplacements, ça serait cool. Surtout ne pas avoir la cage dans le dos, parce qu'en fait, la force de Khabib, et pas seulement de Khabib, de toute cette nouvelle génération de boxeurs, de lutteurs en enchaînement, c'est qu'ils ont en fait compris le paradigme des combattants de MMA qui ont installé toute une stratégie sur comment s'aider avec la cage pour remonter. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait les lutteurs qui essayaient de t'avoir au milieu en fait, de la cage pour pouvoir te poncer, pour pouvoir vraiment te contrôler. Les combattants ont commencé à comprendre en réaction qu'il fallait se mettre contre la cage parce que déjà, tu étais plus difficile à mettre au sol quand tu pouvais t'appuyer sur la cage. Et en plus de ça, quand tu es au sol, tu peux remonter en fait avec tes épaules pour te remettre droit. Donc tu as tout un travail de ce qu'ils appellent de la lutte contre le mur, du wall wrestling, que tous les combattants de MMA font. C'est-à-dire tout le monde s'entraîne à ça, et ça fait des années maintenant que ça dure et que c'est un peu genre le b.a.-ba quoi. Et Khabib, c'est pas le premier, mais disons que c'est celui qui fait le mieux. Il a compris cette stratégie-là et il a un tel niveau en lutte qu'il a axé toute sa stratégie offensive là-dessus. Il sait que les gens vont vouloir remonter, que les gens vont vouloir céder, que les gens pensent que le fait d'avoir la cage dans le dos, ça peut être une aide contre les lutteurs, alors qu'en fait, contre Khabib, c'est une enclume. Il ne faut pas rester là, quoi. Faut pas rester là parce que lui, il s'en fout que tu remontes. Et même, il est content que tu remontes. Tu as dépensé énormément d'énergie à remonter, il va te remettre au sol juste après. Donc, c'est inutile. Donc, à la limite, si j'étais Dustin Poirier, si je sens que si j'étais, hein, mais à la limite, je serais lui, j'essaierais au maximum d'être au centre de la cage tout le temps. Et si jamais il y a une tentative de single leg près de la cage, à la limite, autant se jeter au sol, mais se jeter au sol au centre de la cage, pas contre la cage, parce que là, c'est zone interdite. C'est mort. Contre Khabib, tu peux pas t'en sortir à ce niveau-là. Donc, il y aurait ça. Et enfin, troisième point sur Dustin Poirier, j'en finirai. Une stratégie offensive qui n'a été pas beaucoup utilisée contre Khabib, et je pense que c'est la clé contre lui, enfin, une des clés. Il faudrait multiplier les attaques au corps. La boxe au corps. La boxe au corps, pas essayer de... Parce que maintenant, il est trop bon, Khabib. Ça fait 27 combats que les gens essaient de le foutre KO. Il sait, tu vois, il se protège un peu en wall walking. Il a la garde super haute. Il a un super menton. Tu n'arriveras pas à le mettre KO sur un coup. Bah, surtout que mine de rien, la marge est assez fine. C'est ça. Et en plus, si tu t'engages sur un coup à fond et que tu rates, bah, lui, il a le clinch. Et après, à partir du moment où il a le clinch, terminada. Et tu te fatigues, et puis ouais. C'est ça, après, c'est le cycle infernal. Pour ceux qui veulent relire l'article que j'avais écrit où je m'étais bien planté, mais mon analyse de Khabib était juste sur cet article. Le pronostic Khabib-Conor, j'avais fait une analyse justement de cette lutte en enchaînement.
Et le truc, c'est que les coups au corps, pourquoi c'est intéressant? Déjà, ça sape, on va dire, l'énergie beaucoup plus efficacement que n'importe quelle autre technique. Au-delà de ça, en plus, contre un lutteur, c'est très intéressant parce que quand on frappe au niveau du corps, bah, c'est très difficile pour le lutteur de créer une entrée. C'est-à-dire, les lutteurs, généralement, quand tu vas essayer de les attaquer à la tête, ils peuvent passer sous ton attaque et directement avoir les underhooks et te balader. Si tu frappes au niveau du corps, il faut qu'ils descendent vraiment plus bas parce que tu as le bras en fait, qui est à peu près au niveau de ses épaules et de sa nuque s'il shoot pour un takedown. Donc, en fait, c'est pas mal parce que déjà, en mesure préventive, c'est une bonne attaque. C'est une attaque qui t'expose pas trop au changement de niveau des lutteurs. Et enfin, troisième point, ça permet aussi d'avoir les underhooks. Déjà, quand tu attaques en bas, tu as tes mains qui sont basses. Et si le mec shoot pour un takedown, tu peux directement lutter contre le takedown. Donc, si j'avais un game plan à conseiller à Dustin Poirier, je dirais les 2 premiers rounds, au moment où Khabib est le plus dangereux, tu bouges tout le temps, tu désaxes tout le temps, tu cherches tout le temps à rester au centre de la cage et tu lui lamines le corps. Parce qu'en plus de ça, Khabib, il se défend pas au corps. Je ne l'ai jamais vu se défendre au corps. Contre Conor McGregor, il a fait tout un 3e round où il a encaissé les coups au corps. Bon, cela dit, il a une grosse résistance. Hein, mais, non, et puis c'est vrai que les coups à ce moment-là de McGregor, c'était pas non plus le moment où il était le plus frais aussi. C'est ça, c'est-à-dire il faut profiter du moment où tu as encore du peps dans les bras, où tu n'as pas eu à défendre 10 takedowns et que tu as tellement de lactique que tu peux à peine soulever tes bras. Il faut profiter du moment où tu as encore un peu de ressort pour aller le chahuter en bas. Quoi. Ça, c'est au niveau de Poirier ce que j'aimerais voir et je ne pense pas qu'il puisse développer ce genre de game plan parce que c'est radicalement différent de ce qu'il fait d'habitude en fait. C'est un excellent combattant Poirier, mais ça, je ne l'ai pas vu faire ça en fait dans sa carrière et à moins qu'il se sublime ce soir-là et qui change tout. J'attends de voir. Bah, tu sais, c'est vraiment le truc. Enfin, honnêtement, c'est un peu con ce que je vais dire, mais tu vois, à part le combat, il a rien à perdre. Dans le sens où c'est écrit qu'il va perdre. Donc, tant qu'à faire, enfin, un peu, et c'est pour ça que moi, je pense qu'ils vont tenter quelque chose qui n'a jamais été tenté, même si ça foire, bah, ça, ils vont foirer magnifiquement. Dans le sens, au point où ils en sont, tu as eu 27 combats, tu as eu 27 adversaires, personne n'a jamais réussi. Donc, comme tu dis, tu vois, faut tenter quelque chose. Tu es obligé de tenter quelque chose et tu dois tenter quelque chose au début parce que si à partir du 3e round, Dustin Poirier sera crevé. Donc, quoi qu'il arrive, il sera crevé. Il a beau dire ouais, mon endurance, ceci, cela, il a beau s'être entraîné au soleil là pour le combat. Tu peux pas changer tout du jour au lendemain et tu peux pas non plus, enfin, n'importe quel homme sur terre ne peut pas passer. Donc, je pense que si on est au 3e, si c'est toujours pas fait mettre au sol, ça veut dire qu'il a au moins stoppé 10 tentatives de takedown. C'est ça. 10 tentatives de takedown, tu es cuit. Non, c'est clair. Et en plus, c'est le jeu de Khabib. C'est-à-dire que Khabib, il a passé sa vie à manipuler des corps. Ouais. Lui, il sait quand prendre ses périodes de repos, il sait quand se ménager. Et c'est pour ça que je dis attaquez-le au corps parce que je peux t'assurer que c'est pas possible de faire ce que fait Khabib quand tu t'es pris 20 coups au corps plein pot. Quoi. Ça, c'est impossible pour tous ceux qui ont fait un peu de sparring en anglaise, juste en striking déjà. Hein. Se prendre 4 coups au corps bien placé au moment où tu respires ou un truc comme ça, tu les transportes les coups. Hein. Après, tu n'es plus le même pour le restant de tes sparring ou de ton combat. Donc, c'est une stratégie qui pourrait s'avérer payante contre Khabib. On va essayer d'être un peu cohérent. Hein. Et après, au niveau de Khabib, moi, ce que j'ai rajouté, je pense que vous avez tout à fait bien établi son profil. Hein. C'est un T34, hein, le Khabib. Hein. Il est inarrêtable. À moins que tu t'appelles Gleison Tibau et que tu arrives le jour du combat à 95 kilos. Ouais, voilà, Gleison Tibau qui était poids lourd quasiment dans la cage et qui est un excellent lutteur aussi. Oui, complètement. Donc, le seul à avoir stoppé toutes les tentatives de takedown, hein. 13 sur 13. Ouais, 13 sur 13, mais bon, il n'a rien fait d'autre. Donc même en étant Gleison Tibau, même comme ça, je pense que ce serait pas la bonne stratégie de toute façon. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Khabib, au-delà du fait que il écrase tout le monde et qu'il n'y a pas de raison qu'il change de stratégie parce que tant que je gagne, je joue, hein, et tant qu'on ne change pas d'équipe qui gagne. Au-delà de ça, je trouve que ce qui m'a étonné, surtout dans le combat contre Conor McGregor, c'est que certes, il n'a pas le plus beau des striking, il a un striking qu'on pourrait qualifier de simple. Je ne veux même pas dire rudimentaire, parce que rudimentaire, ce serait déprécié, en fait. Parce que tant que ça marche, moi, je ne peux pas dire rudimentaire. Ça marche. En striking, il arrive à toucher les gens et il ne se fait pas trop toucher. C'est tout ce qu'on lui demande. Ouais, en fait. Mais c'est surtout qu'aussi, il choisit ses moments pour utiliser le striking. Et c'est là que c'est fort. Et non, c'est ça. Et puis, mine de rien, il arrive quand même.
Tu sais, c'est un peu comme Fedor, quoi. Deuxième comparaison que je fais avec lui, mais Fedor, il y a plein. Enfin, tu montrerais la façon dont combattait Fedor à un mec qui fait du kickboxing ou de la boxe, il va dire putain, c'est dégueulasse. Mais quand même, il a réussi à battre Crocop quasiment debout, essentiellement. Parce que en fait, faut être pragmatique. Si ça marche et que le mec en face, il n'arrive pas à répondre, il a beau avoir un super mouvement, un super jab très académique, bah, c'est un sport de combat. Donc, si tu arrives à gagner, c'est que tu es meilleur quelque part. C'est ça le vrai test. Hein, parce que, pour citer Miyamoto Musashi, hein, que le sabre il passe à 100 mètres ou à 2 millimètres, ce qui compte, c'est qu'il t'a pas touché le sabre. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, Khabib, tu vois, bon, ok, certes, c'est pas très propre, c'est pas très joli. Il y a des moments où il tient un peu son menton comme ça, il recule et tout. Mais s'il se fait pas toucher, si les gens n'exploitent pas, il faut qu'il continue de faire ça. Et ce que je voulais dire, c'est que il améliore son striking. Moi, c'est ça qui m'a vraiment étonné. Son combat contre Ayacuinta déjà, mais Ayacuinta, je pense que c'est pas un très révélateur parce que Ayacuinta était vraiment focalisé sur défendre takedown et il faisait rien d'autre. Mais contre Conor, moi je trouve notamment la façon dont il a complètement nullifié, même debout, hein, même sans la lutte, la gauche de Conor McGregor, ça prouve qu'il est intelligent, qu'il comprend ce qu'il doit faire et qu'il applique la stratégie qu'on lui a donnée et qu'il a la discipline pour le faire. Parce que à chaque fois qu'il jabait ou qu'il resserrait la distance, tout de suite il se penchait, il s'approchait pour casser, pour créer le clinch. Et à chaque fois que Conor faisait son retrait pour en revenir avec sa gauche, la gauche elle passait au-dessus ou elle rebondissait sur l'épaule de Khabib. Et ça, honnêtement, réussir à faire ce que beaucoup de bons strikers, dont Dustin Poirier, bon, c'était pas le même Dustin Poirier, mais n'ont pas réussi à faire contre Conor McGregor, bravo, quoi. Enfin, dire, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une réussite. Donc, effectivement, ce que je veux dire, c'est que Khabib est capable d'appliquer un game plan pour un certain type de combattant. Donc, ça veut dire qu'il sera capable d'appliquer un certain type de game plan, même debout, contre Dustin Poirier. Donc, c'est qu'il a des cartes à jouer même à ce niveau-là, quoi. C'est ça que je veux dire. Et surtout que c'est un peu le là où on va dire il y a le plus de travail à mon avis de son côté, parce que c'est vrai que sinon sa stratégie c'est toujours je te harcèle et j'enchaîne les takedowns. Il y a quelques ajustements ici et là, mais je veux dire c'est pas là qu'il y a le plus d'ajustements combat après combat en fait. Et là où il doit le plus travailler entre guillemets. Mais de toute façon, avec la team qu'il a, avec Islam Makhachev, toute la bande de Dagestanais, même s'il se dit bon allez, je travaille pas trop la lutte, je fais du striking et tout, de toute façon la lutte est partie intégrante de l'ADN de cette team et donc du coup. Puis il a l'avantage d'avoir deux teams, c'est presque ça en fait, parce que c'est team donc Papa Nurmagomedov et team AK. Quelque part, c'est l'avantage qu'il a, c'est en plus de team ultra loyal. C'est pas le gars qui va faire comme Luke Rockhold, tu vois, qui va aller chez Henry Hooft et puis aussi Eke, donc où tu vois vraiment qu'il y a une scission entre les deux. Non, là, c'est deux teams qui collaborent vraiment complètement. Main dans la main, pour lui. Donc, non, c'est clair. Bon, j'ajouterais qu'au-delà de ça, moi, Khabib, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il connaît vraiment ses forces et mine de rien, quoi qu'on en dise, il prend vraiment très peu de risques. Un des exemples que je peux citer parmi tant d'autres, c'est que quand il shoot pour un double, vous regarderez, il shoot tout le temps avec la tête à l'extérieur de la jambe avant de son adversaire et ça, normalement, c'est une erreur en lutte parce que quand tu shootes à l'extérieur de la jambe avant de ton adversaire, tu t'exposes à la guillotine. Parce que tu as ta tête sous le bras, en fait, sous le underhook de l'adversaire. Donc, généralement, on dit qu'il vaut mieux que tu rentres dedans quasiment avec la tête ou que tu sois à l'intérieur de sa garde parce que ça va être plus difficile pour lui de passer son bras et tout. Mais lui, en fait, il fait partie, il analyse intelligemment la situation et il se dit qu'est-ce que je risque le plus ? Entre shooter à l'extérieur de la jambe avant et risquer une guillotine, mais je vais combattre la guillotine. Et de toute façon, si le mec a l'erreur d'essayer d'aller au sol avec la guillotine, je vais le tuer parce que non seulement il n'arrivera pas à passer la guillotine, mais en plus il m'aura fait du boulot, il sera allé lui-même au sol, ce qu'avait fait Michael Johnson dans le combat par exemple, qui était une erreur monumentale. Et donc il risque pas grand-chose à ce niveau-là. Alors que s'il shootait conventionnellement à l'intérieur de la garde de l'adversaire, il s'exposerait au genou. Exactement. Et là, en revanche, la punition, elle serait immédiate. Parce que tu rentres dedans, peut-être la première avec le genou, c'est KO, quoi, c'est direct. Et il veut pas prendre ce risque-là. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus. Le premier takedown qu'il met contre Conor, il shoot tête extérieure. Conor McGregor essaie de tamer son genou, mais comme c'est la jambe arrière qui frappe, il se met en déséquilibre lui-même. Et takedown enregistré. Alors que le takedown, il part de l'autre bout de la cage, sans setup, sans rien, mais il arrive à le passer quand même. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que moi, tel que je conçois le match-up, je dévoile mon prono déjà ou oui.
tel que je conçois le match-up, alors c'est juste mon analyse, hein, qui n'engage pas les autres membres de la sueur. Je pense que Dustin Poirier est un combattant exceptionnel, qu'il est en pleine vitesse, qu'il est dans les meilleures conditions possibles pour combattre Khabib. Il est très bien entouré. Il a des sparring partners qui peuvent vraiment beaucoup l'aider, notamment Colby Covington. Je pense que, franchement, moi, je l'aurais fait taffer quasi exclusivement avec lui, tu vois, tout le temps. Et il peut nous surprendre. Il peut créer. Franchement, c'est possible. C'est un match là qui est très tendu. Bien de tous les adversaires que Khabib a eu, c'est bien lui dans le sens où il a l'avantage, à la différence de McGregor, c'est que McGregor sortait de 2 ans de pause, hein, on va dire. C'est ça, c'est-à-dire, on va dire, c'est peut-être pas le meilleur modèle. C'est là où je veux en dire, pour battre Khabib dans l'absolu, mais là, dans les circonstances, en l'espèce, dans l'agencement, comment ça se déroule, c'est les meilleures conditions pour lui. Donc voilà, donc il peut créer la surprise, il a du pouvoir de KO, on a déjà dit tout ça, donc là-dessus je vous rejoins. Après, moi je trouve que le style qu'il a créé récemment, ça marche bien contre certains types de combattants. Je suis pas persuadé que ça va marcher bien contre Khabib. Parce qu'il reste très statique. Moi, c'est ça qui me dérange beaucoup. Il est très haut, ça c'est ce que disait Rust, et je plus sois à fond, parce que c'est vrai qu'il est trop haut, je trouve, sur sa garde, et ça, pour shooter des doubles, ça va être partie de plaisir pour Khabib. Et en plus de ça, parfois il prend des risques, notamment contre Alvarez. Dans son deuxième combat, il a essayé la guillotine 2 fois, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sous Alvarez, qu'il a coincé contre la cage. Donc sans les coups d'illégaux, ça aurait pu très mal se finir. Bah ouais, il avait pris un risque complètement inconsidéré, et qui était même pas, c'était pas un high risk high reward, tu vois, parce que il était même pas bien placé pour sa guillotine. Donc c'était étonnant, et ça pardonnerait pas contre Khabib. Donc voilà, donc en gros, il a des chances. Mais je pense que le match-up favorise quand même vachement Khabib dans la situation, honnêtement. Et sauf Knight, sauf game plan exceptionnel de Dustin Poirier qui nous étonnerait. Entièrement d'accord. Et faillite aussi, je pense. Faudrait qu'il y ait les deux, moi, je pense. Et faillite de Khabib, qui aurait une fois dans sa vie pas le bonsoir, ça pourrait arriver. Hein. Ou même qu'il soit vraiment mis en difficulté, tu vois. Genre, par exemple, il se prend un genou, il se prend quelque chose, le nez est pété, ça commence à être, oh putain, il y a mon père qui est là, il y a machin, qu'est-ce que je fais? Là, ça peut, mais comme tu dis, voilà, faut que tout se passe dans le sens de l'un. C'est ça, c'est toutes les inconnues sont du côté de Dustin Poirier, c'est ça que je veux dire, c'est que dans l'absolu, si on fait, par exemple, on va prendre en moyenne statistique, si on faisait 100 combats Khabib, Dustin Poirier, je donnerais Khabib vainqueur 85% du temps, quoi. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Et éventuellement, il y aurait des moments où Dustin peut accrocher parce qu'il a des armes, parce qu'il est bon, et il a plein de trucs très intéressants qu'il peut faire valoir, et qu'en plus il y a les bonnes conditions pour ça. Néanmoins, ceci étant dit, je pense que dans l'absolu, je donne Khabib vainqueur par soumission au 4e round. Je pense. Et ben voilà, toute la team a dit Habibi, donc on espère qu'il va s'imposer, parce que sinon là, les pronos, la sueur foireux, là on va se faire déchirer. Ouais, non, mais alors, on a quand même bien balayé le terrain. Oui, il y a des chances et tout. Oui. Bon, bah formidable. Merci beaucoup, Polydomso. On se retrouve donc pour le recap de cet événement 242. N'hésitez pas à avancer les pouces, à nous écouter sur iTunes. Et puis on présente toutes nos excuses pour le son, mais ça arrive, grâce à l'argent de YouTube, on arrive bientôt avec des super micros. Voilà. Bon bah, à très bientôt, cher Polydomso. Soit.